Vous êtes parent d'un élève de 4e ou de 5e secondaire? Vous souhaitez l'aider dans son processus d'orientation. Voici une série de balados qui proposent quelques pistes. Je m'appelle Guylaine Charret et voici Cap sur l'avenir, des balados pour les parents sur l'orientation au secondaire, une série présentée par le Service régional d'admission au collégial de Québec. Le rôle du CO du secondaire a bien changé depuis 30 ans. Comme parent, on se questionne souvent sur son rôle et sur les rencontres offertes à l'école versus le travail que je peux faire à la maison pour compléter ces interventions. Dans ce balado, il sera question du rôle du conseiller d'orientation dans les écoles secondaires. En plus d'en connaître davantage sur leur travail, les discussions feront ressortir quelques suggestions pour vous aider à devenir un bon complément à la maison. Pour traiter du sujet, je m'entretiens avec Isabelle Mainville et Isabelle Tremblay, toutes deux conseillères d'orientation au secteur des jeunes depuis plus de 20 ans. Bon balado! Je suis en compagnie d'Isabelle Mainville, qui est conseillère d'orientation depuis maintenant 23 ans. Alors Isabelle, aujourd'hui, on va parler du rôle du conseiller d'orientation. Bon, on sait que nous, dans le temps, nous autres, on est parents. Dans le temps, le conseiller d'orientation à l'école, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Alors, tu peux-tu nous expliquer un petit peu tout ça? Ben oui, je vais essayer de faire ça le mieux possible. Mais disons qu'avant, c'est qu'on entend encore parler d'un temps, que je sais pas s'il existait, mais semble-t-il qu'on se faisait orienter un petit peu plus avec un outil peut-être. Puis on avait l'impression à ce qu'on entend, mais j'étais pas là avant, que c'était peut-être un petit peu plus prédictif que maintenant. Ce que j'ai envie de dire, bref, je veux pas du tout, je pense que le CO a toujours travaillé là, d'une façon qui était pour le mieux là, pour chacun des individus qu'il guidait. Mais il faut savoir que maintenant, là, on essaie vraiment avec l'heure de faire valoir le rôle du CO autrement. Donc, comme une personne qui va essayer d'aider un jeune dans son développement, c'est un spécialiste de la relation d'aide, qui va s'intéresser à l'identité de l'individu, qui va s'intéresser à ses différentes forces, à ses traits de personnalité. Donc, un CO, maintenant, avec un jeune, ça l'aide à évaluer l'ensemble de ce qu'il est, à mettre en relief certaines dimensions, dans le but de prendre les meilleures décisions en lien avec son identité, dans le but de s'adapter le mieux possible aussi aux transitions qui s'en viennent, en fonction de ce qu'on va l'avoir amené à connaître de lui. Donc, c'est comme ça que j'aimerais décrire le rôle du CO maintenant. Puis, j'ai envie de dire aussi qu'on essaie d'amener les jeunes à comprendre. Puis c'est important qu'il n'y a pas un seul métier qui est fait pour eux. Donc, il y a plusieurs... un être humain, c'est complexe. Donc, il y a plusieurs métiers possibles, plusieurs professions, programmes qui pourraient convenir à un même individu. On essaie vraiment d'aider les élèves à comprendre c'est quoi les options qui semblent les plus pertinentes pour le moment. Exact, parce qu'un être humain évolue aussi. Hein? Voilà. On sait que les goûts, les intérêts de la personne... aujourd'hui, ce sera peut-être pas les mêmes dans quelques années. Exactement. Fait que notre enfant, il est en développement. On lui demande de faire un choix alors qu'il a 16 ans, 17 ans. Peut-être un petit peu plus parfois. Puis, ben là, il se sent un peu mal pris parce qu'il se dit, bon, est-ce que je dois décider pour toute la vie? Qu'est-ce que je fais avec ça? Je me sens stressée, je sens un peu de pression. Donc, l'idée, c'est vraiment, notre jeune, il est en pleine construction de lui-même, il est en plein développement de son identité. Donc, on essaie de relativiser un peu tout ça. Puis moi, j'essaie de les amener à voir ce qu'ils sont maintenant, à dresser le meilleur portrait d'eux actuellement, à essayer de voir aussi les objectifs qu'ils pourraient aimer rencontrer, les rêves qu'ils ont, les projets qu'ils peuvent avoir. Puis je crois sincèrement que si on est capable d'arriver à envisager le plus clairement possible ces projets-là, on va être capable de mettre en place tranquillement les petits pas pour y arriver. Hein, si on a une idée de la direction où on veut aller, doucement on est capable de se diriger vers là, au lieu de se laisser porter un petit peu au gré du vent, là, comme ça vient, comme ça va. Et ça, c'est ma vision, puis c'est l'image que je leur donne, là, des petits bateaux qui se laissent soit aller un petit peu au gré du vent comme ça, ou encore s'ils ont un petit peu une idée dans quelle direction mettre leur voile. Mais sans avoir nécessairement tout prévu d'avance. Ça, c'est impossible. Exact. Il faut être capable de s'adapter. Il va arriver des situations, il va arriver des choses qu'ils n'auront pas prévues, mais s'ils sont conscients de leurs forces, s'ils sont conscients quand même, s'ils ont déjà commencé à réfléchir à ce qu'ils veulent, je pense qu'ils vont être capables de réajuster le tir.
J'ai la chance d'être en compagnie d'Isabelle Tremblay. Isabelle Tremblay, conseillère d'orientation depuis presque 20 ans au secteur des jeunes. Alors, Isabelle, bien contente qu'on soit ensemble aujourd'hui. Moi aussi, Guylaine. Comme parent, là, moi, là, c'est sûr que si mon jeune, je commence à m'intéresser à son processus d'orientation en arrivant au mois de janvier où là, les formulaires sortent, puis c'est le temps de procéder à son admission, c'est peut-être un peu tard. Y a-t-il un moment où, comme parent, là, je devrais me dire, ah ben là, c'est le temps là, de commencer de poser des questions, de travailler avec lui. Tu sais, le parent a son rôle à jouer sur le processus d'orientation puis sur le développement de son jeune dès l'enfance. Tu sais, par le reflet des fois de certaines aptitudes qu'on remarque chez l'enfant, même en bas âge, par les occasions qu'on lui offre de développer différentes compétences puis d'explorer différentes choses. Fait que tu sais, moi je le vois vraiment sur toute la vie là. Puis je dis même à mes élèves, ben tu sais, tu fais un choix maintenant, mais ça se peut que tu le remettes en question à l'âge adulte. Là. Donc c'est quelque chose vraiment qui est sur qui est évolutif, qui est sur la durée de la vie. Donc le rôle du parent, tu sais, pour moi, il n'y a pas une date fixe au secondaire où là, pouf, je dois, comme parent, m'occuper du choix de carrière de mon enfant. Tu sais, ça se construit tout au long de l'enfance, de l'adolescence, puis de la structure de la personnalité. Hein. Puis au moment où les intérêts se cristallisent, les aptitudes se découvrent, tu sais, le parent a un rôle de miroir, un rôle d'aller aussi rassurer l'élève, l'encourager. Je le vois vraiment, moi, sur une longue durée. Mais si on prend notre système scolaire, théoriquement, là, froidement, c'est sûr que le moment du secondaire 3 est un moment assez important par rapport au choix. Parce que vers le secondaire 4 et 5, les parcours se diversifient dans certaines matières scolaires. Puis souvent, c'est un moment qui va inquiéter plus un petit peu les parents. Parce que là, en mathématiques, j'ai différents parcours qui s'offrent, qui peuvent avoir une incidence sur la sortie du secondaire. En sciences, c'est la même chose. En secondaire 4 et 5 aussi, mon jeune ramasse ses unités puis ses cours obligatoires pour l'obtention du diplôme d'études secondaires. Donc, c'est souvent des moments où le secondaire 3, là, où le parent va comme se manifester un petit peu plus inquiet avec plus de questions, plus de besoins. C'est moi, comme parent, là, qu'est-ce que je peux faire avec mon jeune si je veux bien le préparer, justement, ou l'aider à se préparer à rencontrer un conseiller d'orientation puis que ça soit efficace? Souvent, on a l'impression que le conseiller d'orientation, c'est une personne qui passe des tests. Puis avec le test, on va savoir où on s'en va. C'est pas tout à fait ça. Au moment où nous, on reçoit un jeune, on a quand même besoin que le jeune ait fait une certaine réflexion. Fait que le parent peut l'aider à amorcer cette réflexion-là. En lui posant des questions, mais aussi en lui reflétant des choses qu'il perçoit de lui. En lui reflétant des choses, mais pas comme des états de fait puis des certitudes. Okay. Ça, c'est important. Il faut que ce soit fait en nuances, puis il faut qu'on permette aussi aux jeunes de s'exprimer de manière critique sur les propositions qu'on lui fait. Déjà, comme parent, là, d'amorcer un peu une genre de préparation puis une pré-réflexion à la rencontre avec le conseiller d'orientation, ça peut vraiment nous aider, nous, dans notre bureau. Une autre chose qu'on peut faire comme parent, c'est d'essayer d'offrir des expériences à notre jeune. Des expériences qui vont le sortir des zones connues, des zones de confort, pour qu'il risque de se découvrir des nouvelles choses. Parce que c'est ça, hein, si dans mon parcours, je continue toujours à faire les mêmes choses, les mêmes activités, les mêmes occupations avec les mêmes personnes, fort est à parier que de découvrir des nouvelles choses, ça va être un petit peu plus compliqué. Mm-hmm. Fait que le parent peut, en autant que ce soit possible, offrir des choses diversifiées à son jeune. Puis à ce moment-là, nous, dans notre bureau, ça nous permet de réinvestir ça puis de faire réfléchir l'élève. Donc, ça peut être, oui, des activités de loisirs, des voyages, des rencontres de personnes différentes. Ça peut être un emploi aussi à temps partiel où le jeune peut découvrir des compétences puis avoir un rôle social, hein, un rôle sur le marché du travail. Puis nous, à partir de ça, on peut faire du pouce là, dans nos procédés, là, dans nos processus. Mm-hmm. Dans la vie de tous les jours, lorsqu'un étudiant arrive au secondaire, c'est quoi sa relation déjà en arrivant qu'il y a avec son conseiller d'orientation? C'est quoi les étapes qu'on entreprend comme CO, justement, quand on l'accompagne à partir de l'année 1? Ben oui, c'est ça, parce que souvent, ce qu'on sait pas comme parents, c'est qu'il y a des activités qui se vivent déjà en classe, souvent à partir de secondaire 1, dans nos différentes écoles.
Donc, entre autres, avec les COSP, ça, c'est des contenus en orientation scolaire et professionnelle que le ministère tient à ce qu'on ait vu là, normalement dans nos écoles de secondaire 1 à 5. Donc, pour respecter le développement de l'enfant, puis pour l'amener tranquillement à arriver en secondaire 5 avec une idée un petit peu plus claire de ce qu'il pourrait vouloir. Fait que en classe, il se vit des activités en général là où on va parler du système scolaire, où on va parler du sentiment d'efficacité personnelle, où on va parler tranquillement de nos champs d'intérêt. Donc, on démêle tout ça. Puis, c'est pas toujours fait par le CO. Donc, c'est nos enseignants aussi là, qui collaborent bien là, à nous aider là, à avoir des contenus avec les élèves. Puis ensuite, c'est sûr, en 4 et 5, là, les CO sont parfois un peu plus en classe. C'est pas partout pareil. Là, on essaie, là, comme on peut, selon le nombre de CO qu'on est par école, là, de voir nos grands le plus souvent possible pour donner des infos qui répondent aux besoins de base de nos élèves. Donc, les outils qui peuvent être pertinents pour leur recherche d'informations. Les premières réflexions, les premières questions qui peuvent peut-être se poser pour avancer dans leur idée, dans leur prise de décision. On va parler avec eux, on va peut-être encore parfois administrer des tests psychométriques. Donc, dans le but de commencer de prendre un temps d'arrêt avec tout le monde, où on va vraiment se poser des questions sur les tâches qu'on pourrait aimer faire, sur les activités qui nous plaisent, sur nos traits personnels, sur nos besoins, nos valeurs. Donc, il y a encore ça qui peut se vivre aussi en groupe. Par la suite, si ces éléments-là qu'on vit en groupe ne suffisent pas, c'est sûr que les élèves, ils sont bienvenus à nos bureaux. On essaie souvent de voir, on sonde nos élèves habituellement autour de secondaire 4 là, pour voir où ils en sont dans leur prise de décision. Si on fait juste leur demander en général, sais-tu où tu vas aller, la plupart pourraient dire facilement, je sais pas, mais ils sont pas tous au même niveau de je ne sais pas. Donc, il faut aller un petit peu plus loin puis vérifier, est-ce que j'hésite entre 2, 3 possibilités? Est-ce que je suis quelqu'un qui sait pas mal où il s'en va, mais j'ai juste besoin de voir, par exemple, où ça souffre, ce fameux programme-là, parce que j'ai pas encore checké. Est-ce que je suis quelqu'un qui a pas du tout d'idée? Donc, on a même un énoncé, je suis complètement perdue. Si je suis dans la situation, je suis complètement perdue, ça va prendre plus de rencontres avec ma CO que si j'ai simplement besoin de me faire valider entre 2, 3 idées que je trouve vraiment pertinentes pour moi. Donc, ça dépend vraiment un peu de la situation où il est notre grand. Là. Dans tout ça, il y a comme une responsabilité du CO, il y a une responsabilité du parent, on vient d'en parler, il y a une responsabilité du jeune aussi. Oui. Il y a un travail, lui, probablement que vous l'envoyez faire avec les rencontres et tout ça. Exactement. Donc, comme on disait, le nombre de rencontres, il va varier, mais dans une école secondaire, on peut pas toujours avoir des suivis qui sont super longs non plus ou avoir beaucoup de rencontres. Donc, c'est sûr qu'on espère toujours qu'entre 2 consultations, notre élève, il ait fait un petit peu ce qu'on lui a demandé de faire autant que possible. Donc, par exemple, si on a commencé à réfléchir à telle ou telle possibilité, il est possible qu'on dise à l'élève, regarde, tu as un dossier en ligne. On y dépose des professions. Ce serait bien d'ici la prochaine rencontre que tu aies réfléchi à telle chose, donc que tu sois allé consulter les possibilités qu'on a mis à ton porte-document. Ça pourrait être intéressant aussi. Parfois, on leur demande quelques questions qu'on prend la peine d'écrire. Donc, ils prennent quelques minutes pour réfléchir à ça, pour apporter des éléments de réponse. Parce que des fois, c'est des questions qui vont demander un peu plus de réflexion que le temps dont on dispose ensemble. Fait que, tu sais, il y a des petits devoirs à faire là, quand ils partent habituellement des rencontres. Puis qui font avancer la démarche un petit peu plus vite aussi. Parce que on peut pas prendre une décision de carrière, puis je pense que ça c'est clair pour tout le monde, en 1 rencontre, 2 rencontres ou 3 rencontres, ça demande du temps. Donc c'est un processus qui va être oui sur un certain nombre de rencontres, mais qu'on le sait, là, nous on est adultes et parfois on voit un métier, une profession, puis on se dit je pense que j'aurais pu apprécier ou être confortable. C'est évolutif, notre grand il est en train de se construire, donc en quelques rencontres, s'il a déjà fait le pas de réfléchir, d'avoir certaines idées qui sont pertinentes, on a déjà fait un grand pas. Mais ça se peut que ça bouge encore puis que ça évolue. Exact. Ça se peut même qu'arriver au cégep, à la première session aussi, il y a un changement qui s'effectue. Oui, voilà. Parce que le jeune a jasé avec d'autres jeunes, il a connu d'autres choses aussi, il évolue un petit peu à travers tout ça. Il a évolué un petit peu. Ça se peut que pendant son été, entre son secondaire 5 et son cégep, il ait fait un emploi étudiant qui finalement a été révélateur par rapport à ses intérêts, ses compétences. Il est possible aussi que cet enfant-là, pendant sa première session, finalement, il s'aperçoive que telle technique, il en avait déjà parlé, mais il n'avait jamais pensé qu'une technique, ça pouvait être aussi concret, aussi intéressant. Puis il veut changer son pré-universitaire pour une technique, ça va nous arriver. Puis c'est pas pour autant une perte de temps. C'est de continuer. Dans ma tête, cet enfant-là, il continue son cheminement. Exact. Tout simplement. Et s'il n'avait pas essayé, probablement le programme que tu entends en première session, il en serait peut-être pas rendu à savoir maintenant
ce qu'il veut. Il a peut-être fallu qu'il essaie quelque chose pour en venir à savoir. Exact. Fait que parfois, les changements, ils sont simples, ils sont nécessaires. Puis, en plus, on le sait, là, ça peut rassurer les parents, là, juste pour le dire, en fait, le préciser, mais la plupart du temps, quand un enfant change de programme au collégial, beaucoup de cours vont lui être reconnus. L'important, c'est de pas arrêter en moitié de session, là, mais il y a des temps limites pour lesquels on peut abandonner un cours. Il y a des cours qui vont lui être crédités s'il les a fait au complet. Donc, c'est pas du temps perdu, tout ça. Exact. Du temps où on a pu se connaître Où un le peu jeune a plus. pu maturer Oui, aussi, exactement. puis se découvrir davantage. Ouais, c'est ça. Effectivement. On aimerait ça comme parents, là, tu sais, que le jeune il soit certain à 100%, puis qu'il décide, puis qu'il change pas d'idée, mais c'est pas tant que ça réaliste comme idée. Puis moi, comme parent, là, si j'ai un jeune qui est indécis, je sais que ça doit être plus complexe un petit peu quand tu rencontres ce type de jeune-là. Alors, je suis certaine qu'il y a plus de rencontres aussi. Comment ça se passe, par exemple? En fait, le jeune qui est indécis ou qui sait rien, là, parce Oui. qu'il peut y avoir des élèves qui hésitent entre plusieurs choix puis sont indécis par rapport à des choix qu'ils ont déjà identifiés. Ou il peut y avoir des jeunes qui arrivent ici puis qui disent, ben Isabelle, moi je ne sais rien, je n'aime rien, je n'ai aucune idée. Par contre, tu sais, je pense que le point en commun pour l'intervention auprès de ces jeunes-là, c'est d'être réassurant. Dans le sens où le jeune, quand il arrive en période d'indécision, il y a de la peur là-dedans. Là, en arrière de l'indécision, il y a de la peur. Il y a de la peur de faire face à l'inconnu, du temps qui passe, du système qui me force à choisir. Des fois, c'est la société, c'est mes parents. Fait que de rassurer le jeune, c'est une des choses qu'on va faire dans notre travail. T'sais, le rassurer, de dire, ben c'est normal d'être indécis. Hein? Puis c'est normal de sentir du stress là où tu es rendu dans ta vie par rapport à ton cheminement, puis par rapport à ce que le système te demande de faire. Ouais. Fait qu'il il y a vraiment une grosse partie du travail avec ces jeunes-là qui va être dans l'acceptation de l'inconnu, de l'indécision, puis la normalisation de comment je vais me sentir comme jeune là-dedans. Puis si on fait pas cette étape-là, c'est mon opinion à moi, j'ai l'impression que le jeune va rester stressé puis peut-être moins disponible à explorer des options puis à oser des choses. Okay. C'est comme s'ils arrivent puis ils sont pris dans l'indécision, l'insécurité. Puis là, c'est comme s'il faut faire un premier travail pour rassurer cet état-là, pour ouvrir la porte vers un travail qui va être exploratoire, qui va les inviter à parler d'eux, à se découvrir, à affirmer des choses. Fait que l'indécis, c'est peut-être la différence là, au niveau de la rassurance. Là. Ouais. OK. Est-ce qu'un parent peut venir, par exemple, rencontrer un conseiller du secondaire parce que justement, il y a des inquiétudes par rapport à son jeune, puis il y a des questions à poser? Oui, absolument. Ce qu'il faut bien comprendre, par contre, comme parent, c'est qu'il n'y aura pas de processus d'orientation qui va se faire conjointement parents et enfants. Hein. Ça, okay. C'est important que les attentes du parent soient réalistes sur cet aspect-là. Nous, les conseillers d'orientation, on facilite les choses pour que l'élève s'affirme, qu'il se découvre, qu'il explore plein de choses. Puis c'est sûr que quand le parent est là, ben il y a une influence. Hein, ça rentre dans le processus, puis ça vient teinter. Donc oui, on rencontre les parents, souvent pour donner de l'information. Sur le système scolaire, sur le parcours de leurs jeunes, les préalables, les types de programmes, le marché du travail. Donc oui, absolument, mais c'est des rencontres souvent qui se veulent plus informatives. Ça arrive aussi, par contre, qu'on a des parents qui viennent nous voir pour avoir de l'aide parce que leur enfant est en échec. Il est démotivé, ils le reconnaissent plus, il y a des changements de comportement. Donc là, on peut accueillir ce parent-là, puis évaluer le besoin du jeune et du parent, l'accompagner là-dedans, ou sinon, on va savoir à quelles ressources de l'école le référer. Donc des fois, ça peut être le conseiller d'orientation qui va être un petit peu le point pivot pour référer le parent ou l'enfant à des services comme la psychoéducation, le travail social, l'orthopédagogie, etc. Fait que ça arrive aussi que des rencontres de parents qui amorcent quelque chose d'autre, qui va aider le parent ou l'enfant, ou les deux. J'aime ça, moi, qu'un parent prenne le temps de me contacter puis de me dire, ben je m'inquiète de telle possibilité, admettons, pour mon enfant, parce que ça permet d'en parler ouvertement.
Puis ça me permet à ce moment-là d'exprimer avec l'accord du jeune les motivations, puis de défaire certaines craintes que le parent va avoir, de déconstruire des choses parfois. Parce que comme parent, on veut le mieux pour l'élève, on veut s'assurer là qu'il vive pas dans la précarité, admettons. Puis ça se peut, si on prend un exemple d'un élève qui s'en irait dans un parcours que pour le parent, c'est un choix qui est incertain, qui est peut-être précaire. Mais est-ce que le parent a toute la bonne information? Est-ce qu'il y a l'information à jour ou il y a une information qui remonte à quand lui était aux études? Donc, on démêle des fois certains trucs. On outille le parent pour chercher l'info juste aussi. On essaie d'amener aussi le parent à départager de ce qui est ses craintes à lui par rapport aux craintes, aux besoins du jeune. Parce que ça se peut que moi, je considère, par exemple, que ma fille se dirige dans une profession qui va être vraiment demandante, en fait, d'énergie, de temps, d'investissement, avec les horaires qui vont être particuliers, tout ça, puis ça m'inquiète. Puis que pour elle, elle a des éléments qui compensent cet aspect-là, donc ce n'est pas si dramatique. Elle se trouve tellement satisfaite dans ses tâches, dans ce qu'elle va chercher comme énergie à faire le travail qu'elle fait, que pour elle, elle est consciente des horaires qu'elle va avoir, mais ça vient avec, puis elle est prête à faire ce compromis-là. Donc, selon ses besoins à elle, ce n'est pas une raison pour écarter le projet. Pour écarter le projet. Donc, c'est un peu ça qu'on fait. Donc, c'est un échange assez ouvert, qu'on veut respectueux. Moi, c'est sûr que je suis là aussi pour entendre ce que les parents, tu sais, ils ont peur de... Souvent, c'est des peurs qui les amènent à mon bureau, des inquiétudes. Des inquiétudes par rapport peut-être au niveau de difficulté d'un programme, par rapport aux forces, aux difficultés du jeune aussi. Donc là, on va discuter peut-être des mesures qui sont en place au collégial ou FP pour accompagner le jeune dans ses difficultés, quels services vont être là pour lui, quelles démarches sont à faire. Donc, mais c'est bien d'en parler. Puis on aime toujours les avoir à nos bureaux pour démêler tout ça. Puis souvent, c'est arrivé aussi que ça soit moi qui demande à l'élève de pourquoi on n'en provoquerait pas une rencontre avec tes parents? Pourquoi on ne s'assoirait pas ensemble pour démêler tout ça si tu les sens inquiets pour que ça reste pas comme ça? Donc, l'élève, des fois, il fait son petit bout, il vérifie s'il est capable de tout clarifier comme il faut, puis que tout ça va bien de son côté. Puis si c'est nécessaire, il y a des parents qui sont venus s'asseoir avec moi pour qu'on discute. Ah, c'est bien. Agréable. Oui. Parfois, ça arrive qu'un élève va me demander de contacter ses parents parce qu'il sent que son choix est pas nécessairement accepté, parce qu'il sent peut-être une pression pour qui est pas malveillante là, mais une pression pour faire de quoi qui serait, mettons, reprendre l'entreprise familiale, faire quelque chose qui serait peut-être plus payant aux yeux du parent. Mais tu as des bonnes notes, pourquoi tu ferais pas ça là? Tu gagnerais un bon salaire. Pourquoi tu t'en vas pas en santé ou en génie? Tu ferais un meilleur salaire que ce que tu regardes. C'est pas malveillant, c'est pas ça, mais des fois, tu sais, les élèves me demandent, mais est-ce qu'on peut s'asseoir avec mes parents? Donc oui, on va le faire s'ils sont ouverts, puis on va un petit peu démêler tout ça pour essayer de faire en sorte que l'élève ait peut-être un espace à nommer ses besoins, puis nommer ce qui lui le motiverait dans son métier, puis que moi, je puisse l'aider à clarifier un petit peu tout ça avec les parents. Donc, le parent se sente entendu, qu'il puisse avoir la place, mais que ça se fasse dans le respect, puis qu'on puisse démêler un petit peu démêler un peu tout ça pour mieux répondre aux besoins de l'élève. Puis, un parent qui souhaite rencontrer un conseiller d'orientation dans une école, c'est possible parce qu'on a tous habituellement un bureau, un numéro de téléphone. Donc, c'est souvent par téléphone que les parents vont nous rejoindre. Ils peuvent le faire par courriel également. Là, nos coordonnées sont sur les sites là, de nos centres de services ou de nos écoles secondaires. Donc, les parents, ils savent comment nous rejoindre, puis que ça va nous faire plaisir s'ils veulent nous contacter. Et il y a des parents qui pourraient penser, dans le fond, qui veulent peut-être pas se mêler de la décision du jeune. Puis on veut pas pour autant on veut pas qu'ils interviennent outre mesure, c'est pas ça. Mais il faut savoir là que les parents sont la première source d'influence. Donc en étant la première source d'influence dans le choix de carrière, même si c'est pas pour mal faire, tout ce qu'ils ont inculqué aux enfants comme valeur depuis qu'ils sont minis, tout ce que les enfants les ont vus trouver important, d'emblée ça influence un peu ce que le jeune va avoir envie de choisir, de dire, pour influencer comment l'enfant va penser aussi. Donc, un élève peut avoir envie, je donne un exemple, de se diriger vraiment vers les arts parce que ça va lui permettre de s'accomplir, parce que ci, parce que ça, mais que d'un autre côté, il sait là, que son parent, ça va l'inquiéter parce que son parent aurait aimé peut-être autre chose que lui considère plus payant ou tout ça selon ses besoins à lui d'adulte. Donc, c'est de voir entre les deux qu'est-ce qui est le besoin du parent puis qu'est-ce qui est le besoin aussi de l'élève. Mais c'est normal, comme parent, qu'on se pose ces questions-là.
Isabelle, en fait, il y a des jeunes, mais les jeunes maintenant, ils ont beaucoup, beaucoup d'options. Ils ont beaucoup de possibilités au niveau du travail. Hein. C'est pas comme nous autres quand on était plus jeunes, mais il semble que les possibilités étaient moins grandes. Qu'est-ce qu'on fait pour les conscientiser, justement, parce qu'il y a certains emplois qui vont peut-être disparaître. Il y a des emplois, justement, qui sont en effervescence. On ne sait pas ce que ça va donner dans l'avenir. Tu fais quoi dans ton travail? Ben en fait, c'est un sujet dans lequel il faut faire preuve beaucoup de nuances. Hein, moi, tu sais, lire dans l'avenir du marché du travail, actuellement, avec tous les développements en intelligence artificielle, en technologie, je trouve ça très dangereux comme sujet. Oui, Là. Fait que c'est sûr que moi, je m'assure de ne pas affirmer des certitudes à mes élèves. Je vais me tenir au courant du marché du travail. J'ai assisté récemment à une formation de mon ordre professionnel sur l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre pratique puis dans le marché du travail. Puis j'en suis ressortie avec justement un mot, c'est nuance. Hein, tu sais, on voit arriver l'intelligence artificielle puis on pense que ça va remplacer des humains, mais c'est pas tout à fait ça, en fait. Ce qu'on a compris, c'est que ça risque de changer beaucoup le quotidien de certains travailleurs, d'être un outil additionnel. Mais ce qu'on retient, c'est que l'humain va toujours avoir une place très importante par rapport à ces nouvelles technologies-là qui arrivent, parce qu'il y a des choses que la technologie peut pas remplacer, comme le contact humain. Il y a plusieurs choses. Fait que, tu sais, au niveau de l'avenir du marché du travail, j'y vais toujours doucement, moi, puis avec beaucoup de nuances. Puis c'est ce que je transmets aux élèves, c'est-à-dire de les conscientiser à se tenir informés de ce qui s'en vient, à utiliser des sources fiables aussi pour prendre leur information sur les carrières, sur les métiers. Souvent, nos élèves vont se faire influencer beaucoup par des cousins plus vieux, des parents, bon. Puis moi, je ramène toujours ça à dire, ben c'est un parcours, c'est une opinion. T'sais. Est-ce que ça s'applique nécessairement à large? C'est important que les sources d'informations que nos jeunes vont choisir pour s'informer sur le marché du travail à venir soient fiables. Les conseillers d'orientation, c'est une source fiable, mais il y a des outils aussi, comme le site Repère, qui est une banque d'informations qui s'adresse aux jeunes. Les jeunes, ils sont abonnés quand ils sont dans une école. Donc, c'est important de choisir nos sources d'informations pour bien se préparer au changement du marché du travail. Puis d'un autre côté, il y a des secteurs d'activité qui sont beaucoup plus populaires aussi ou qui semblent être intéressants par justement placement, possibilités à long terme. Est-ce que, comme CO, c'est des secteurs qu'on vend davantage ou comment ça se passe quand on intéresse un jeune ou quand justement on essaie de procéder, de s'assurer que le jeune fasse le choix le plus judicieux possible? Oui. Bien, en fait, c'est important de comprendre que nous, les conseillers d'orientation, on vend pas des programmes ou des métiers plus que d'autres. Ce qu'on vend, en fait, c'est de dire aux jeunes, découvre-toi. Puis après, on va aller voir sur le marché du travail ce qui correspond le plus à tes aptitudes, tes intérêts, tes valeurs, tes aspirations. Puis le meilleur métier pour toi, ça va être celui qui va répondre au plus de questions possibles, là, au plus de critères possibles que tu as identifiés. Évidemment, le taux de placement, le salaire, le développement à venir du métier, c'est des critères importants aussi qu'on va utiliser pour évaluer si une option est la bonne ou non pour un jeune. Mais je pense qu'il faut faire un retour vers soi d'abord. J'ai souvent des élèves qui arrivent ici puis qui me disent, madame, j'ai fait mon choix, je suis allée sur Repère, je suis allée sur Google, j'ai exploré tout ce qui existe, puis j'ai trouvé. Fait que moi, je suis contente quand j'entends ça, mais je questionne. Oui. Je suis conseillère d'orientation, je pose des questions. Puis souvent, malheureusement, le jeune me répond des choses extérieures à lui. Donc, il y a un bon salaire, je vais pouvoir être boss, avoir ma compagnie, peu importe. Là, il m'arrive avec des choses qui sont extérieures à lui. Puis moi, je travaille à le ramener à lui, puis à ses caractéristiques, puis à sa personne, pour vraiment valider si la correspondance entre les deux est pertinente, puis si ça va répondre à la personne qu'il est. Puis souvent, cet aspect-là d'exploration de soi, elle est oubliée, est inconnue des parents, des jeunes. Puis souvent, le jeune pense que d'aller sur Internet puis d'aller explorer tous les métiers, c'est ça qui va faire que je m'oriente. Mais la réflexion là, de faire le pont entre les deux, elle est hyper importante. Puis c'est ce qui fait que je vais peut-être avoir moins de chances de me tromper à long terme. Parce que je vais avoir plus le temps d'associer le choix que je fais à qui je suis.
Ça, c'est peut-être la dimension qui est plus difficile, là, puis où le conseiller d'orientation peut vraiment aider le jeune à cheminer. Donc, un jeune qui est en 5e secondaire, qui est comme sûr de son choix depuis presque plus que 6 mois, il a quand même intérêt à venir voir son conseiller d'orientation. Oui, tout à fait. Puis il faut pas avoir peur. On n'est pas là pour les faire douter, puis les remettre en question, puis les chambouler. Mais on est là pour poser des questions profondes et authentiques qui vont les faire vraiment cheminer pour valider leur choix. Donc, quand je suis sûre de mon choix d'aller voir un CO, c'est une façon, si vous voulez, de vérifier si je fais mon choix avec les bonnes informations, si je me suis posé les bonnes questions. Puis on va évidemment avec l'élève qui est certain de son choix, vérifier aussi tout le chemin pour atteindre son objectif. Souvent, il peut y avoir des erreurs au niveau des préalables, au niveau de la durée des études, du niveau d'études ou de diplôme à aller chercher. Donc, c'est sûr qu'on va s'assurer aussi en fin de rencontre de tout valider, que l'élève a les bonnes infos pour bien se préparer puis suivre son chemin. On en a plusieurs là, qui se sentent quand même vraiment indécis. Puis je pense qu'il y a un bout à faire dans cette indécision-là. Elle est provoquée par quoi? Dans le travail qu'on fait, on va s'intéresser avec l'élève de comprendre cette indécision-là. Elle vient de où? Puis à cause de quoi? Parce que des fois, ça peut être parce qu'on a des intérêts qu'on a l'impression qu'ils sont contradictoires, alors que finalement, ils le sont peut-être pas. Est-ce qu'on se sent indécis parce qu'on a l'impression que notre choix va contrevenir à ce que nos parents souhaiteraient pour nous? Est-ce que l'élève se sent... Donc, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'un enfant se sente indécis. Est-ce que j'aimerais beaucoup faire ça, mais ça se donne juste dans une municipalité qui est plus loin? Puis finalement, j'ai peut-être peur de faire la route pour y aller. Donc, d'emblée, j'envisage autre chose, mais là, je sais plus du tout quoi faire. Donc, chaque fois qu'on s'assoit avec un élève, c'est pas les mêmes motifs qui font qu'il va se sentir perdu, comme ils disent. Puis c'est important de démêler ça. Je pense qu'à ce moment-là, on est plus capable d'intervenir. Puis, moi, je pense là au jeune qui a... il a fait son processus, il est allé à ses rencontres avec son conseiller d'orientation, mais il demeure quand même indécis. Arrive le 1er mars, il doit faire son choix, il n'est pas encore certain de ce qu'il veut. Il y a quand même des possibilités pour lui, ce jeune-là. Oui, il y a des possibilités pour lui, c'est certain. Là, selon ce qu'on a réussi à voir un petit peu ensemble, est-ce que c'est un élève qui va aller finalement vers un cheminement de tremplin ou va prendre encore le temps de réfléchir? Est-ce que c'est... Puis tout n'est pas fermé au 1er mars non plus. On a des démarches d'orientation qui se continuent toute l'année, là. Donc, si on n'est pas prêt à choisir, est-ce qu'on est prêt à prendre le risque d'attendre ce qui va être ouvert au prochain tour de l'admission dans certains collèges ou dans certains centres de formation? Il y a des élèves qui vont choisir d'entrer sur le marché du travail un petit peu. Il y a des élèves qui vont embarquer dans un programme en n'étant pas certains à 100%, parce qu'on peut pas vraiment l'être, et qui vont se rendre compte qu'ils vont continuer de se connaître, de se découvrir, puis qui vont peut-être effectuer un changement par la suite. Donc, on souhaite que ça soit le moins souvent possible. On essaie d'amener nos élèves vraiment à un point où ils vont se sentir confortables dans le programme qu'ils vont avoir choisi au premier tour. Mais parfois, ça prend un petit peu plus de temps. Exact. Il n'y a pas de panique à bord quand même. Non, il n'y a pas de panique à bord. Il y a plein d'options. Puis on s'assoit avec ces élèves-là, puis on voit aussi ce qu'ils veulent. Puis il y a des élèves qui sont pas inquiets de ça, de se dire, je vais commencer quelque part, je vais prendre le temps de me déposer, de voir, de me connaître, puis je vais continuer ensuite. Peut-être que ça sera le bon choix déjà. Puis si jamais je sens quelque chose qui peut être un petit peu plus pertinent, on a des conseillers d'orientation au cégep aussi qui vont aider nos élèves à continuer la démarche, à continuer de se connaître, puis à voir, OK, compte tenu de ce que tu m'amènes maintenant, peut-être que juste effectuer un petit virage vers tel programme, tu vas te sentir encore plus satisfait dans ce que tu fais. C'est ce qui termine ce balado. Nous espérons, chers parents, que vous aurez trouvé quelques réponses à vos questions. Un merci spécial à nos conseillères d'orientation invitées. Et je vous rappelle que Cap sur l'avenir est une production du Service régional d'admission au collégial de Québec. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à consulter nos autres balados sur le site du srac.qc.ca ou sur votre plateforme préférée.